Bonsoir à toutes et à tous, et avant toute chose, je tenais à remercier les organisateurs de l'Université populaire et également mon collègue et ami Thierry Sangean, en 1991, je ne dis pas. C'était à Caen, si je me souviens bien, tout à fait. Et donc merci à vous de m'inviter ce soir pour partager quelques réflexions sur ces nouvelles routes de la soie. Alors comme le disait Thierry Sangean tout à l'heure, on parle beaucoup dans la presse de ces nouvelles routes de la soie. Officiellement, elles ont été lancées en 2013 lors d'un voyage du nouveau secrétaire général du Parti communiste chinois, M. Xi Jinping, au Kazakhstan, qui a, au moment d'un discours, prononcé la première fois et lancé ce grand projet des nouvelles routes de la soie. Alors c'est un projet qui n'a cessé d'évoluer depuis 2013 dans ses dimensions, à la fois internes et externes. On aura l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Au point d'ailleurs que le nom a changé. On a eu, après les nouvelles routes de la soie, on a eu en anglais One Belt, One Road. Dorénavant, officiellement, les nouvelles routes de la soie, le projet s'intitule Belt and Road Initiative, donc l'initiative d'une ceinture et d'une route pour bien sûr illustrer à la fois les routes maritimes et les routes terrestres. Et je pense que le fait qu'on a laissé le nom des nouvelles routes de la soie indique bien qu'il y a aujourd'hui des nouveaux territoires qui bien sûr n'étaient pas dans les anciennes routes de la soie. Et aujourd'hui d'ailleurs, les blagues circulent, pourquoi bientôt la Lune fera partie effectivement du projet des nouvelles routes de la soie, dans les Chinois bien sûr incluent aujourd'hui des nouveaux territoires, et notamment, vous le savez, en Afrique, pas forcément sur le nord de l'Afrique, mais également peut-être demain en Amérique du Sud. C'est bien en fait toute la politique étrangère de la Chine qui est quelque part la politique économique aussi de la Chine qui est redistribuée à travers ce grand projet. Alors, je voudrais simplement faire référence très rapidement aux anciennes routes de la soie, parce qu'il y a quand même un aspect, bien sûr, politique. Ce n'est pas pour rien que la Chine a repris ce terme des routes de la soie. Donc, dans une première partie, je vais un petit peu essayer de vous montrer de quoi il s'agissait. Vous aurez compris, je pense, à l'issue de cette première partie, qu'il y a à la fois des continuités, mais bien évidemment aussi des ruptures très importantes. Vous expliquer dans une deuxième partie quelles sont les raisons pour lesquelles la Chine s'est lancée dans cette grande aventure, qui est là certainement pour durer, sauf si la Chine, bien évidemment, rentrait dans une crise économique importante. Dans une troisième partie, je vous montrerai, comme je vous le disais en introduction, dans mes propos liminaires, j'essaierai de vous montrer qu'en fait, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui s'est très largement diversifié, dans les terres qui sont touchés, mais également dans la nature de ce grand projet. Et puis enfin, je terminerai sous forme de conclusion sur en fait, les incertitudes et les écueils qui certainement attendent ce grand projet de nouvelle route de la soie, parce que on est en face d'un très grand projet qui forcément comporte un certain nombre d'incertitudes. Alors, en ce qui concerne les anciennes routes de la soie, on a les traces aujourd'hui, les archéologues savent qu'on a contourné le désert du Taklamakan dès, on dirait, la très haute antiquité. Il y avait effectivement cet écueil entre ce qui n'était pas la Chine encore à cette époque et puis l'Asie centrale qui était très diverse en termes de population. Mais c'est surtout avec l'apparition des grands empires, alors à l'ouest bien sûr avec l'empire grec, puisque Alexandre le Grand, vous savez, a été très très loin du côté de l'Asie, puis ensuite Rome. Dans le centre de l'Eurasie, bien sûr, vous voyez la Perse, partent des noms qui ont disparu quelque part de notre connaissance, comme Kuchan, et puis à l'ouest, bien sûr, la Chine, à l'époque des Han,
qui a commencé bien sûr à s'intéresser à ce Grand Ouest, et c'est véritablement la unification de ces trois grands espaces qui a véritablement permis l'éclosion de ce qu'on a appelé à cette époque les routes de la soie, et j'insiste sur la pluralité de ces routes de la soie, puisqu'il n'y avait pas une seule route, il y avait en fait une multitude de routes avec des oasis, des points particuliers, des peuplades qui se relayaient en fait pour transférer des marchandises. Donc on était sur un espace qui était sécurisé à l'intérieur des empires, et cette question de la sécurité était très importante, vous pouvez l'imaginer, à cette époque, et on verra un peu par la suite, lorsque cette sécurité va disparaître pour des raisons diverses et variées, notamment l'effondrement des empires, et bien les nouvelles routes de la soie, à partir du XVe siècle, vont progressivement s'étioler, voire même disparaître au profit des routes maritimes. Alors, on échangeait beaucoup de choses dans ces routes. On échangeait bien évidemment ce qu'on connaît mieux, bien sûr, la soie, qui arrivait de Chine, mais il faut savoir que vous aviez également, en sens inverse, du côté de la Méditerranée, vous aviez également l'envoi vers l'Asie, comme vous avez vu sur cette diapositive. Vous avez du verre, des esclaves, des coraux, du vin, de la laine, des fils, du fond noir, enfin bref, vous avez toute une série également de biens qui circulaient également du ouest vers l'est. Voilà. Alors, l'importance de ce commerce était considérable, puisque à un certain moment donné, à Rome, le commerce de la soie occupait une place tellement importante que les dirigeants de Rome essayaient de réduire ce commerce, tant la sortie de monnaie était importante. La soie, comme vous savez, était très prisée à l'époque de Rome, et la Chine, encore à cette époque, disposait du monopole des filatures de soie. Il y avait également sur ces routes de la soie des peuples intermédiaires qui avaient un rôle très important d'intermédiaires, comme les Sogdiens, les Parthes, les Bactriens, qui vous voyez étaient plutôt en Asie centrale, par moments sur les franges de l'Empire chinois. Alors il y avait également ces peuples barbares qui étaient au nord de ce qu'on a construit après partie de la muraille de Chine, qui échangeaient et qui participaient d'une manière indirecte à ces nouvelles routes de la soie, notamment sur le commerce des chevaux. Alors un certain nombre de peuples ont eu une importance considérable, notamment pour l'Empire chinois. Je pense au Xiongnu, qui était juste à l'extrême ouest, ici, et c'est notamment dans ces peuples de Xiongnu le général Jiang Tian, qui est un des généraux les plus connus de l'époque Han, qui a effectué le premier voyage durant plusieurs années dans l'extrême ouest de la Chine, et c'est lui qui a poussé en fait la Chine à ouvrir ces nouvelles routes de la soie qui ont contourné le désert du Taklamakan. Alors, il y avait également, il n'y avait pas uniquement des marchandises qui circulaient autour de ces routes de la soie. Il y a eu beaucoup plus que cela, la science, des biens culturels qui circulaient, et puis également et surtout les religions qui ont suivi quelque part les tracés de ces nouvelles routes de la soie, avec des poussées d'expansion des religions un peu dans tous les sens. Bien sûr, le christianisme, le judaïsme, le zoroastrisme qui a poussé jusqu'à l'extrême est de la Chine. Donc ce sont des religions extrêmement importantes qui ont véritablement marqué un certain nombre de populations qui sont restées pendant très longtemps dans cet espace asiatique. Alors c'est vrai qu'on a quelque part une sorte de trou noir un peu dans l'histoire, dans la géographie de cette région du monde qui est extrêmement importante. On a finalement un peu moins de traces que dans l'histoire européenne, que dans l'histoire chinoise, puisque comme vous le savez, pour l'Europe, ça a été le cas, on le sait, pour la Chine, peut-être que savez-vous moins, mais
tous les empereurs chinois ont écrit l'histoire de la Chine, donc il nous reste énormément d'écrits pour savoir ce qui s'est passé en Chine. Néanmoins, dans cette région du monde qui est l'Asie centrale, eh bien, nous avons beaucoup moins d'histoires écrites et nous connaissons beaucoup moins de choses. Néanmoins, c'est une partie de l'humanité et de l'histoire qui a une importance considérable, notamment à travers ces échanges et à travers de grands empires qui ont existé. Alors, je vous recommande véritablement, si vous avez l'occasion, la lecture de ce livre qui a été publié. Je vous le passerai tout à l'heure, si vous voulez, dans les rangs d'un historien d'Oxford, Peter Frankopan, qui a écrit ce livre sur les routes de la soie. En fait, c'est une histoire de l'Asie centrale, plus que l'histoire des routes de la soie, même si on y retrouve bien sûr les routes de la soie à travers cet ouvrage remarquable qui effectivement indique toute l'importance de cette région du monde dans l'histoire du monde. Alors les routes de la soie vont atteindre, je dirais, leur apogée au moment de la constitution de l'Empire mongol. Vous voyez, ça c'est la carte de l'Eurasie à peu près vers 1200, avant que les Mongols sortent véritablement de leur territoire et finissent par, vous voyez, progressivement et bien occuper quand même une grande partie de l'espace nord-asiatique vers l'apogée aux alentours de 1280. Alors cette Pax Mongolica a effectivement aidé au développement des routes de la soie. Encore une fois, c'était un espace qui était sécurisé, contrairement à ce qu'on peut penser par moment. Les Mongols ont bien évidemment beaucoup détruit lorsqu'ils ont conquis les territoires, mais ensuite ils ont aussi pacifié les territoires, construit et sécurisé tous ces territoires avec un système impérial, des routes de commerce qui étaient extrêmement développées durant cette période. Alors, à partir du XIVe et du XVe siècle, l'Empire mongol va quelque part commencer à se diviser et à devenir de plus en plus éclaté. On appelait effectivement les différentes régions des khanates à l'intérieur de cet empire mongol. Et progressivement, on va voir ces différents territoires se détacher. Donc, bien sûr, en Chine, la dynastie Yuan, qui était directement issue, bien sûr, de la conquête mongole. Au nord de l'Inde, vous allez avoir une dynastie également mongole qui est directe descendance, effectivement, de l'Empire mongol. Cette dislocation de l'Empire mongol va causer effectivement la fin et entraîner la fin des routes de la soie terrestre à partir de ce moment. Alors, il faut mentionner également, bien sûr, le développement de la peste noire aux alentours de 1250. Cette peste noire, elle est née en Chine. Elle va détruire à peu près un tiers de la population chinoise à cette époque, entre 25 et 50% de la population européenne selon les pays. Mais cette peste va passer justement par les routes de la soie. Et comme je disais tout à l'heure qu'il y avait une circulation des biens, mais qu'il y avait également aussi une circulation, bien sûr, des religions, et il y avait également une circulation des maladies à l'intérieur le long de ces routes de la soie. Donc, avec ce déclin, comme vous le voyez, progressif de l'Empire mongol, eh bien, les routes de la soie terrestres vont se retrouver dans un espace qui n'est plus sécurisé, avec énormément d'attaques, de brigands, et donc les routes de la soie terrestre vont progressivement, à partir, vous voyez, à partir du début du XVIIe siècle, eh bien, connaître un déclin relativement rapide. Alors, c'est également, bien sûr, à partir de ce moment-là, eh bien, on va progressivement, et ça c'est une histoire que nous connaissons beaucoup mieux, puisque c'est l'histoire européenne de l'expansion maritime de l'Europe, avec le Portugal, la Hollande, ces grandes compagnies qui vont être créées, de commerce qui vont être créées par les États, qui vont progressivement gagner la bataille maritime
et qui vont permettre eh bien, un redéploiement de ces routes terrestres qui existaient jusqu'à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Ces routes vont progressivement eh bien, être redéployées dans l'espace maritime, mais cette fois-ci, elles vont être entièrement contrôlées par l'Europe, ce qui va, bien sûr, comme vous le savez, eh bien, entraîner une augmentation des richesses considérables pour les pays européens. Je me rappelle que si aujourd'hui nous pouvions calculer la capitalisation d'une entreprise comme la compagnie orientale des Indes de Hollande, ce serait de très très loin la plus grosse compagnie en termes de capitalisation boursière aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu à partir de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, c'est en fait l'histoire européenne qui prend le dessus hein, sur ces nouvelles routes de la soie. Et on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, une activité très très réduite en ce qui concerne les routes terrestres. Donc c'est à partir de vous voyez, à partir de ce constat qu'on va progressivement eh bien, avoir un essor de tout ce commerce maritime. Et à partir de cette histoire, eh bien, la Chine va essayer de capitaliser avec justement ce qu'elle a cherché à appeler les nouvelles routes de la soie. Donc, comme je vous le disais en introduction, il faut attendre 2013 pour qu'on ait un leader chinois qui mette un nom en fait sur une stratégie qui avait commencé déjà à exister avant 2013. En fait, on avait déjà, de la part de la Chine, depuis l'effondrement du monde soviétique, on avait déjà, en Asie centrale, une présence chinoise qui se développait de plus en plus rapidement dans pratiquement tous les pays de l'Asie centrale, sauf, bien sûr, plutôt vers le sud, vers l'Afghanistan, compte tenu des problèmes géopolitiques que connaissent l'Afghanistan. Donc, à partir de 2013, il va y avoir un certain nombre de projets d'investissement qui vont être estampillés nouvelles routes de la soie, mais en fait, ces projets d'investissement existaient déjà depuis un certain moment. Alors, pourquoi est-ce que la Chine s'est lancée dans ce grand plan de développement? On a plusieurs raisons qui expliquent cette nouvelle, ce nouveau projet des nouvelles routes de la soie. D'abord, des raisons financières qui ont poussé la Chine effectivement à investir à l'étranger. Alors la Chine a accumulé pendant les années, à partir de 1994, dans la première décennie des années 2000, c'est-à-dire jusqu'en 2014-2015, la Chine a connu un rythme d'accumulation de réserves en devises extrêmement rapide. Vous voyez à peu près cette progression vertigineuse de l'accumulation des réserves en devises qui est le fruit des excédents des commerces extérieurs de la Chine et des investissements étrangers qui entraient sur le territoire chinois. Donc, il y avait très peu d'investissements chinois à l'étranger à cette époque, encore jusqu'au début des années 2010. Et donc la Chine, eh bien, avec des excédents commerciaux très importants et des investissements étrangers sur son territoire, accumulait énormément de devises étrangères. Or, ce processus qui conduit quelque part, et je m'en excuse, je ne veux pas rentrer dans des explications trop techniques, mais eh bien, quand vous avez un afflux d'argent qui n'est pas produit par la Banque centrale, vous avez quelque part des risques d'avoir des pressions inflationnistes, puisque vous avez une augmentation de la masse monétaire qui pénètre dans votre pays. Vous avez une augmentation d'une masse monétaire qui n'est pas issue d'une activité économique nationale. Et à ce rythme-là, eh bien, la Chine, à partir de la fin de la première décennie des années 2000, ne pouvait plus, quelque part, eh bien, ponctionner sur son économie et arrêter, quelque part, ou essayer de diminuer les effets inflationnistes de cette accumulation de réserves. Donc, la Chine se devait quelque part de faire ressortir de son territoire
eh bien, ces devises. Et c'est ce qu'elle a fait pendant très longtemps sous une forme qui était l'achat de bons du Trésor américain, puisque les bons du Trésor américain ils sont toujours considérés comme l'investissement le plus sûr au monde, étant donné que le dollar, comme vous le savez, est la monnaie de référence en termes de commerce mondial. Donc les Chinois, pendant très longtemps, n'ont fait qu'investir dans les bons du Trésor américain. Ils ont possédé presque 1200 milliards aux alentours de la crise de 2008. Puis, à partir de 2008, ils ont considéré qu'il était dangereux de placer autant d'argent aux États-Unis. Donc, ils ont commencé, en fait, à diversifier l'utilisation de leurs réserves en devises qui ressortaient en termes d'investissement. Or, les nouvelles routes de la soie, c'est le produit de la diversification de l'utilisation des réserves en devises de la Chine. Et donc, le gouvernement chinois a quelque part encouragé les entreprises chinoises à utiliser ces réserves en devises qu'elles accumulaient elles-mêmes pour justement faire des investissements étrangers. Et donc il y a eu à partir de 2008, 2009, 2010 eh bien, une diversification très importante de l'utilisation des réserves en devises de la Chine. Et quelque part, la Chine s'est retrouvée dans une situation, je ne dirais pas de normalité lorsqu'on compare avec d'autres pays, mais elle est rentrée quelque part dans le même cheminement qu'ont connu le Japon dans les années 70 ou les économies européennes ou américaines à partir du début des années 1950. Donc, il y a une explication macroéconomique, il y a une explication aussi financière qui a conduit la Chine finalement à devoir d'abord réexporter ces devises qui s'accumulaient à un rythme très important, sous peine d'avoir de l'inflation, mais beaucoup d'inflation, et puis ensuite de diversifier en fait l'utilisation de ces réserves. La Chine continue à posséder beaucoup de bons du Trésor américain, environ 800 milliards de dollars, sur environ 12 000 milliards de dollars émis par les États-Unis. Mais aujourd'hui, vous voyez, la Chine a quand même vendu près de 4 à 500 milliards de dollars de bons du Trésor américain et utilise ces devises pour justement réaliser des investissements à l'étranger. Autre raison très importante que vous pouvez imaginer, la sécurité énergétique de la Chine. Alors c'est bien sûr une préoccupation majeure pour une économie qui est extrêmement vorace en énergie. D'abord, la taille de l'économie chinoise, mais ensuite, c'est une économie qui est encore aujourd'hui beaucoup fondée sur l'industrie. Ce n'est pas une économie comme les économies occidentales qui est très largement dominée par les services. C'est encore une économie industrielle qui est restée et qui restera encore pendant assez longtemps dominée par l'industrie, même si aujourd'hui les services, bien sûr, occupent une part de plus en plus importante. Elles ont, même ces dernières années, un tout petit peu dépassé l'industrie. Mais disons qu'à ce niveau de développement, eh bien, la Chine reste encore très fortement industrielle, avec beaucoup d'activités et beaucoup d'intégration industrielle sur place. Et donc, ça explique aussi que la Chine a besoin eh bien, de beaucoup d'énergie. Alors, le charbon ne suffit pas. Le charbon représente à peu près toujours 60% des besoins énergétiques de la Chine. Et le reste, eh bien, est en grande partie du pétrole importé, et un peu de nucléaire qui se développe rapidement, et puis également des énergies renouvelables dans lesquelles la Chine investit très très rapidement, mais qui n'est pas en mesure, bien sûr, vous pouvez l'imaginer, de remplacer eh bien, cette économie et ces énergies fossiles. Je vous rappelle quand même un ordre de grandeur. Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé plus de ciment que les États-Unis en termes de construction. Oui, la première fois que j'ai vu ce chiffre-là, je faisais pas la tête que vous, mais j'ai bien regardé et effectivement c'était le cas. Ça a d'ailleurs été vérifié ensuite. Les cimentiers chinois représentent à peu près 4% des émissions de CO2 mondiaux. Donc c'est colossal. Il y a à peu près 1400 centrales à charbon en Chine.
dans des provinces comme celle qui est à côté de Pékin, il y a à peu près l'équivalent des centrales à charbon d'Allemagne. Donc il faut toujours réfléchir à la dimension de la Chine. C'est extrêmement important. Je rappelle toujours à mes étudiants que quand on parle de la Chine, certes, on doit parler en termes relatifs, toujours regarder ce que ça représente en termes de diviser par le nombre d'habitants, mais il faut aussi regarder les masses, parce que les masses en absolu expliquent beaucoup de choses aussi en Chine, et notamment sur ces questions de démographie, d'urbanisation, de consommation d'énergie. Donc, la Chine a besoin d'énergie, et quand on a besoin d'énergie, on a besoin effectivement de sécuriser les approvisionnements et de sécuriser également tous les transports. Et ce ne sera pas une surprise, bien sûr, de découvrir que, eh bien, en termes sur l'énergie, eh bien, la Chine a poussé beaucoup de projets qui conduisent justement à trouver de nouveaux gisements et puis à construire des nouveaux pipelines, des rails aussi qui permettent bien d'approvisionner la Chine en énergie. Autre raison qu'on oublie par moment aussi, c'est cette fois-ci des raisons internes à l'économie chinoise. La Chine, comme je vous le disais tout à l'heure, a une économie qui est quand même essentiellement centrée sur l'industrie et qui, je vais essayer de l'expliquer relativement rapidement, c'est une économie qui est restée plus, je dirais, influencée par ce qu'on avait avant dans les économies soviétiques, par la quantité, en fait. Et l'investissement, pendant très longtemps, a été le moteur de l'économie chinoise. Au point que, jusqu'en 2013-2014, en Chine, il y avait trop d'investissements. Je vous donne des exemples, je vous ai donné l'exemple des cimentiers. Tout à l'heure, il y a à peu près 8000 cimentiers en Chine. Aujourd'hui, ça a été considérablement réduit, il y en a à peu près 4000 aujourd'hui, et ça reste plus que dans le reste du monde. Vous avez à peu près une centaine d'aciéries en Chine. Vous avez à peu près une centaine de producteurs d'automobiles en Chine. Et la liste peut continuer comme ça. C'est en fait le résultat d'une politique locale où en fait les provinces, parfois même les municipalités, eh bien, ont été incitées à investir et à reproduire un système industriel le plus complet possible. C'est comme si vous aviez quelque part une duplication de systèmes industriels nationaux un peu partout en Chine. Alors, c'est bien, ça produit de la croissance, ça crée des emplois. N'oubliez pas qu'en Chine, au début des années 1980, il y avait à peu près entre 15 et 18 millions de personnes qui arrivaient chaque année sur le marché du travail. Il y a à peu près la petite française que ça fait. Il fallait trouver du travail pour tout ce monde, sous peine, bien sûr, d'avoir des problèmes de stabilité sociale. Et donc, cet investissement et cette économie tournée vers la quantité a permis, bien sûr, d'absorber une grande partie de ces jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi. Et ça va durer jusqu'à la fin des années, première décennie des années 2000. Ensuite, le retournement démographique est extrêmement rapide. Aujourd'hui, on est plutôt vers quelque chose d'inverse avec le vieillissement de la population chinoise. Mais bon, les autorités chinoises ont fait un choix, qui d'ailleurs est tout à fait respectable, de privilégier en fait les investissements et la quantité de production aux dépens de la rentabilité financière. Or, ce qui s'est passé à partir du début des années 2010, eh bien, c'est qu'on ne se défait pas d'un régime de croissance de cette sorte de manière aussi facile. C'est comme une sorte d'addiction. En fait, les acteurs économiques ont été habitués quelque part à fonctionner de cette manière, et donc on a continué à investir considérablement, beaucoup plus que ce que l'économie chinoise avait besoin. Et donc, on a été, et on est toujours, quelque part en Chine, dans, je dirais, des crises de surproduction, ou si vous préférez, comme disait Marx au XIXe siècle, plutôt des crises de sous-consommation, même si, à l'aune de ce qui existe aujourd'hui dans l'environnement, on peut se dire que, quelque part, et de manière assez égoïste, si 1,4 milliard de
personnes en Chine consommaient de la même manière qu'aux États-Unis ou en Europe, on aurait très certainement beaucoup plus de problèmes, et un jour peut-être que ça arrivera, on va en discuter si vous voulez tout à l'heure dans les questions. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a aujourd'hui des secteurs qui sont en surproduction et qui ne savent plus quoi faire quelque part de leur production. Et les nouvelles routes de la soie, c'est une manière, quelque part, de permettre à des entreprises qui ne trouvent plus des débouchés sur le marché intérieur chinois de finalement continuer à développer leur activité. C'est le cas, typiquement, par exemple, je vous ai parlé de l'énergie tout à l'heure, des centrales à charbon. On construisait à un certain moment donné, chaque année, l'équivalent du parc électrique français. Et donc, c'était essentiellement des centrales à charbon qui étaient construites chaque année. En Chine, on construit très très rapidement ces centrales à charbon. Or, aujourd'hui, pour des raisons de pollution de l'air, le gouvernement central a un peu commencé à visser et comme ça, à contrôler la construction de ces centrales à charbon. Or, aujourd'hui, quand vous regardez sur les nouvelles routes de la soie, eh bien, vous avez dans le corridor Chine-Pakistan, en Iran, en Indonésie, en Inde, vous avez des constructions de centrales à charbon qui sont opérées par des opérateurs chinois et qui savent faire, très très vite. Le développement du rail, qui a été un des objets majeurs du plan de relance suite à la crise économique mondiale de 2008 en Chine, on a construit, pour relancer l'économie à partir de 2008, on a construit près de 19 000 km de rail à cette époque. Or, à un certain moment donné, les entreprises ont continué à investir, si vous voulez, et il n'y avait plus de débouchés puisque le gouvernement central avait décidé finalement de ne plus investir aussi rapidement dans la construction ferroviaire. Donc aujourd'hui, ce sont des entreprises, vous voyez, qui se retrouvent le long des routes de la soie terrestre pour justement construire les rails. Voilà, ainsi de suite, et vous retrouvez dans la liste des entreprises d'État, et ce sont souvent des entreprises publiques, ce sont des grandes entreprises qui finalement bénéficient des nouvelles routes de la soie. Alors, après, il y a d'autres raisons qui expliquent bien sûr le développement des nouvelles routes de la soie. Il y a la nécessité effectivement de développer un commerce extérieur pour la Chine, ce que la Chine appelle des zones de prospérité, ou bien sûr, on parle toujours de win-win situation en Chine, puisque c'est très souvent des relations bilatérales. C'est très important, on en parlera tout à l'heure dans les questions géopolitiques, et notamment en Europe, parce qu'on vise bien sûr l'Europe sur ces questions. Mais il y a une volonté, bien évidemment, de la Chine d'investir, un peu comme elle fait en Afrique. Elle investit, mais à travers ces investissements, ce sont très souvent des entreprises chinoises qui sont appelées pour construire ces investissements, et vous avez également un flux de commerce qui est créé à partir de ces investissements. Donc typiquement, on l'a fait avant aussi, les Américains l'ont fait après, c'est quelque chose de tout à fait conventionnel. Quelque part, on avance ces pions à la fois sur le plan économique, sur le plan géopolitique, mais les deux se renforcent quelque part, on est dans un cercle vertueux où la géopolitique et l'économie marchent ensemble. Il y a également des facteurs technologiques qui expliquent aussi pourquoi la Chine cherche à développer ces nouvelles routes de la soie. Avoir accès aux technologies, notamment en Europe, pour la Chine, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs ça qui a occasionné la première réaction de l'Allemagne qui, pour l'instant, était jusqu'aux alentours de 2010-2011, fermer les yeux sur les investissements chinois en Europe. Et puis, quand la Chine a commencé à acheter un certain nombre d'entreprises de très haute technologie allemande, eh bien, la position allemande s'est rapprochée un petit peu de la position française, et ce qui a poussé la Commission européenne finalement à adopter quelques timides mesures pour essayer en tout cas de contrôler un petit peu l'arrivée des investissements chinois sur le territoire européen. Des questions de normes aussi, puisque à partir du moment où on l'a vu dans cette bataille de la téléphonie 5G, peut-être vu les péripéties de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on a beaucoup parlé de l'entreprise Huawei et notamment de ces standards de 5G. Bien évidemment, lorsque la Chine
donne de l'argent massivement à un pays pour construire ses infrastructures, derrière, il y a également la possibilité, bien sûr, de voir adopter les normes que la Chine développe à travers ses entreprises. Et c'est une bataille extrêmement importante, comme vous pouvez l'imaginer. Des facteurs également géopolitiques. Si vous parlez. Une carte. Faire plaisir au géographe. Alors, il y a également des questions géopolitiques très importantes que vous pouvez imaginer derrière ce projet des nouvelles routes de la soie. Dans la mesure où on va dire, le développement et la projection de la puissance économique chinoise à l'extérieur de ses frontières ne pas sans poser de problème, notamment sur la façade maritime. Puisque la façade maritime, eh bien, les Américains sont toujours très présents. Vous avez des bases militaires en Corée, au Japon, à Taïwan, aux Philippines. En fait, si vous regardez pratiquement autour de la façade maritime de la Chine, eh bien, la Chine est quelque part contrainte en matière d'expansion militaire et en matière d'expansion de sa puissance économique. Pas du tout le même cas, ce n'était pas du tout le même cas des États-Unis, qui à la fin du milieu du XIXe siècle, quelque part, a dû mener une petite bataille contre les Espagnols pour Cuba, mais il n'y avait pas véritablement de gros problèmes pour l'expansion économique et l'expansion de la puissance américaine. Ça a été une autre histoire, vous savez, pour l'Allemagne, mais pour la Chine, il y a cette question de la façade maritime et constamment, vous avez évidemment ces conflits sur les îlots en mer de Chine méridionale, mais également des disputes sur les îles entre le Japon et la Chine. Par contre, quand vous regardez du côté de la façade terrestre de la Chine, avec l'éclatement de l'Union soviétique, il y avait à peu près, grosso modo, 10 000 km de frontières communes avec l'Union soviétique, à peu près un peu plus de 3500 km avec l'Inde. L'effondrement de l'Union soviétique a quelque part libéré tout un espace sur le front terrestre, et quelque part, les nouvelles routes de la soie, c'est une volonté de la Chine eh bien, de devenir maître, quelque part, de cet espace qui n'est pas contrôlé entièrement par une grande puissance comme les États-Unis. Vous avez plusieurs puissances qui sont présentes, la Russie, bien sûr, l'Iran, quelque part, l'Inde, sur la partie un peu au sud, mais personne véritablement ne domine. Et encore moins les États-Unis et l'Europe dans cette partie du monde. Il y a eu des bases américaines, vous savez, au moment des guerres d'Afghanistan, les dernières bases américaines ont été fermées en Afghanistan. Donc aujourd'hui, vous avez un espace qui est quelque part militairement beaucoup plus ouvert et que la Chine tente eh bien, de conquérir à travers ses investissements des nouvelles routes de la soie. Ensuite, et je dirais en dernier, vous avez des facteurs politiques internes qui ont poussé la Chine à développer ces nouvelles routes de la soie. Alors, il y a le problème du Grand Ouest chinois, dans cette province du Xinjiang, où il se passe des choses terribles en ce moment avec l'internement de près d'1 million d'Ouïghours aujourd'hui en Chine. Problème de sécurité, de soi-disant de menaces terroristes, eh bien, préoccupe la Chine depuis longtemps maintenant, avec certes des mouvements de radicalisation islamique qui existent dans cette région, mais qui occasionnent des réponses totalement disproportionnées de la part des autorités chinoises. Mais c'est un problème de sécurité qui est considéré comme très grave par la Chine et qui veut non seulement contrôler les frontières, mais essayer quelque part, à travers le commerce transfrontalier, eh bien, d'avoir des relations apaisées avec les autres pays qui pourraient accueillir finalement des populations migrées. Donc, pratiquement après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, eh bien, la Chine a mis en place un certain nombre de politiques pour essayer justement de minimiser les risques de voir des bases arrières se constituer pour les migrants. Donc, il y a, à travers ces nouvelles routes de la soie, il y a aussi une volonté de développer ce Grand Ouest qui était un peu à la traîne, c'est vrai, du développement, comparé à ce qui se passait, bien sûr, sur la façade maritime de la Chine.
Puis enfin, toujours dans ces facteurs politiques internes, c'est un projet aujourd'hui de M. Xi Jinping. C'est un projet d'État. Si vous allez en Chine, maintenant, tout le monde parle des nouvelles routes de la soie. Tous les étudiants travaillent sur les nouvelles routes de la soie. Toutes les universités ont créé des centres de recherche sur les nouvelles routes de la soie. Bref, tout le monde doit travailler et doit produire quelque chose sur les nouvelles routes de la soie. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, c'est devenu, comme à l'époque soviétique, eh bien c'est incarné en la personne de M. Xi Jinping. Ça fait partie de ces grands plans. Ça fait partie également de ces grands plans. Là, on va, dans une semaine, même pas une semaine, on va fêter le 70e anniversaire de l'avènement du communisme, de la République populaire de Chine, avec l'avènement de ce nouveau rêve chinois dont parle M. Xi Jinping. Ça fait partie de ces grands plans qu'il essaye de véhiculer et de promouvoir. Eh bien, les nouvelles routes de la soie, aujourd'hui, portent très clairement la signature de M. Xi Jinping. Donc, eh bien, il faut que tout le monde se mette en rang, les doigts sur la couture du pantalon, et on va travailler sur les questions des nouvelles routes de la soie. C'est quelque chose quand même d'extrêmement important aujourd'hui dans le système politique. Alors, je disais que c'est une initiative qui change beaucoup depuis 2013, qui a beaucoup évolué. Les pays, d'abord, je vous le disais, au démarrage, c'était essentiellement l'Asie centrale, on a poussé progressivement vers l'Europe, mais aujourd'hui, il y a les nouvelles routes de la soie maritime, où il y a bien sûr toute l'Asie du Sud-Est, et puis la Corne de l'Afrique, une partie du Moyen-Orient, mais aujourd'hui, vous avez eh bien, des incursions qui vont beaucoup plus loin, puisque aujourd'hui, il y a une grande partie de l'Afrique qui peut être touchée par les nouvelles routes de la soie, et puis bien évidemment l'Europe aussi, qui aujourd'hui a du mal à s'adapter. On va peut-être en reparler tout à l'heure. J'espère avoir le temps de vous donner quelques indications sur cela. Alors, un ordre de grandeur pour vous aider à imaginer. Le plan Marshall entre 1948 et 1951, c'était 13 milliards de dollars de l'époque, ça représenterait aujourd'hui à peu près 140 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui. Les nouvelles routes de la soie, ce qui a été annoncé par la Chine, c'est à peu près 1200 milliards de dollars en l'espace de 10 ans. Et ça, c'était il y a 5 ans. Donc, dans 5 ans, normalement, la Chine devrait avoir investi à peu près 1200 milliards de dollars. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que les besoins en infrastructure, simplement, on va dire, de l'espace eurasiatique, je ne veux même pas parler de l'Europe, sont évalués à peu près à 12 000 milliards de dollars. Donc, la Chine, à peu près, serait capable de couvrir à peu près 10% des besoins d'investissement de cette grande masse que vous avez entre l'ouest de la Chine et, on va dire, l'est de l'Europe. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais la Chine va bien sûr être un acteur majeur de cette transformation considérable en termes d'infrastructure. Voilà. Alors, après, la comparaison s'arrête là. Le plan Marshall, c'était autre chose aussi. Il y avait des conditions qui étaient attachées à l'aide américaine en matière de réforme gouvernementale, d'ouverture des frontières. La Chine ne pose pas véritablement de conditions sur son aide, si ce n'est, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir très souvent des entreprises chinoises qui sont finalement derrière et qui utilisent cet argent qui a été versé aux pays étrangers. Alors, il y a une dimension économique, je dirais, qui est très importante, bien sûr, avec construction d'infrastructures, des transports, d'énergie, je le disais. Chose qu'on connaît un peu moins, des plateformes de production qui sont en fait des nœuds le long des nouvelles routes de la soie, avec construction de ce que les Chinois appellent des zones économiques spéciales, qui essaient de reproduire ce que eux-mêmes ont fait en 1979, lorsque la Chine s'est ouverte au monde, avec la politique poursuivie par Deng Xiaoping à partir de décembre 1978. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des dimensions diverses et variées. Il y a une dimension financière importante, puisque
Vous l'avez peut-être entendu, il y a eu deux banques en fait, qui ont été très largement poussées par la Chine. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui est un peu l'équivalent d'une petite banque mondiale, ou l'équivalent de la Banque asiatique de développement. Alors c'est la Chine qui domine très largement le capital de cette banque, mais il y a eu quand même près de 54 pays qui ont accepté de participer à la création de cette banque, à la grande surprise d'ailleurs de la Chine, qui pensait pouvoir faire à peu près ce qu'elle voulait dans cette banque, et puis finalement elle s'est retrouvée avec des pays occidentaux, et donc à devoir appliquer finalement des critères de prêt qui ressemblent beaucoup plus à ce qui existe à la Banque mondiale aujourd'hui. Et puis une autre banque qui s'appelle la New Development Bank, qui est l'équivalent d'un petit FMI, tout petit FMI, essentiellement constitué donc, de ce qu'on appelle les BRICS, hein, les pays donc Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud, et la Chine bien sûr, mais la Chine est le principal contributeur financier de cette nouvelle banque qui sert finalement en cas de crise à pouvoir prêter de l'argent aux BRICS. Mais c'est un tout petit FMI puisque les moyens d'intervention sont assez réduits. Alors on parle beaucoup moins des aspects culturels, mais ils existent sur ces nouvelles routes de la soie. Alors on fait revivre aussi les anciennes routes de la soie. Il y a énormément de sites touristiques qui se sont développés sur ces nouvelles routes de la soie qui font référence très souvent à des anciennes villes, anciennes oasis, des anciennes routes de la soie. Je le disais tout à l'heure, des dimensions géopolitiques aussi. Hein, l'aide au développement chinoise vient par contre ces nouvelles routes de la soie, parce que la Chine est devenue un pays donateur très important aujourd'hui, au même titre que est devenu le Japon dans les années 1980. Voilà. Alors, une dimension également que j'ai rappelée tout à l'heure, une dimension politique interne, ça contribue au ciment nationaliste de la Chine, puisque en fait, le gouvernement chinois essaye quelque part de vendre cette puissance chinoise à l'extérieur, et elle a bien évidemment, elle utilise les nouvelles routes de la soie pour justement incarner cette nouvelle puissance de la Chine à l'extérieur. Alors je terminerai par évoquer les incertitudes, les écueils qui existent et qui sont nombreux. Alors bien sûr, la Chine n'en parle pas beaucoup, même si elle est très curieuse de connaître souvent l'opinion des autres pays sur ces nouvelles routes de la soie. Et il faut dire que la perception des pays étrangers sur ces nouvelles routes de la soie est très différente selon que vous êtes en Europe ou selon que vous êtes en Asie. Alors, on a des pays qui ont formulé ouvertement leur opposition aux nouvelles routes de la soie. Il y a un pays en particulier qui est l'Inde, qui considère que les nouvelles routes de la soie représentent quelque part un instrument d'hégémonie de la part de la Chine en Asie, et tout particulièrement, vous pouvez l'imaginer, au travers des investissements que la Chine réalise au Pakistan. Parce que dans ces nouvelles routes de la soie, vous avez ce fameux corridor sino-pakistanais qui se termine ici par le port de Douala, qui est un investissement chinois très important pour renouveler complètement l'infrastructure de ce port, mais ça avait commencé déjà bien avant le lancement des nouvelles routes de la soie. Alors, officiellement, ce sont des infrastructures civiles dans ce port, mais on sait très bien qu'à un certain moment donné, si il y avait la volonté de transformer ces infrastructures pour accueillir effectivement des bateaux militaires, bien ça pourrait être fait relativement facilement. Et toujours est-il que les investissements qui sont réalisés par la Chine dans ce corridor sino-pakistanais inquiètent l'Inde, et l'Inde s'est fortement opposée à cela. Elle a d'ailleurs refusé d'aller à Pékin il y a 2 ans au sommet des nouvelles routes de la soie.
quand même décidé effectivement de participer non seulement à la Banque asiatique des investissements dans les infrastructures dont je parlais tout à l'heure, mais également dans ce mini-FMI dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a quand même participé, même s'il y a eu une évolution depuis le démarrage des nouvelles routes de la soie. Au démarrage, l'Inde avait fait le pari quelque part qu'il était préférable quelque part d'être dans ces institutions pour pouvoir, à un certain moment donné, s'opposer à des décisions qui seraient prises par la Chine. Or, c'était quelque part un mauvais calcul parce qu'il y a en fait assez peu de projets estampillés Nouvelle Route de la Soie qui sont financés par cette nouvelle banque, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. En fait, le gros des investissements est financé par des institutions financières purement chinoises comme la CDB, la China Development Bank, ou la Banque d'import-export de Chine, ou des nouveaux fonds qui ont été créés, comme le fonds pour les nouvelles routes de la soie qui ont été créées en Chine. Et les proportions sont très grandes, hein, puisque actuellement, la banque AIIB, donc la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, aujourd'hui, elle finance à peu près 10 milliards d'investissements des nouvelles routes de la soie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on est très loin du compte, puisque la Chine, aujourd'hui, est à peu près à 350 milliards d'investissements. Donc, vous voyez que, en fait, le gros des investissements passe par des institutions financières qui sont entièrement contrôlées par la Chine, et donc l'Inde n'a pas son mot à dire sur les décisions financières qui sont décidées par le gouvernement chinois. Et c'est d'ailleurs une grande partie des investissements qui ont été construits au Pakistan qui sont financés par ces institutions financières chinoises. Donc l'Inde, au fur et à mesure, a adopté une posture relativement hostile à ces nouvelles routes de la soie, au point même de développer une nouvelle stratégie elle-même, alors qui n'a pas bien sûr l'ampleur financière de la Chine, mais elle cherche quelque part à contrecarrer l'influence de la Chine, et c'est certainement, et on oublie assez souvent, cette relation bilatérale sino-indienne est très certainement une des relations les plus importantes, en tout cas celle qui va devenir la plus importante au cours du XXIe siècle. Alors la Russie, je dirais que amitié de circonstance, de façade. On connaît l'histoire entre les deux pays qui a été très compliquée au XXe siècle, comme vous savez, qui était au bord de la guerre à la fin des années 60. Se sont plus ou moins rabibochés à partir des années 1980. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de discours de façade, d'entente, mais on sait qu'il y a quand même des frictions très importantes en Asie centrale, et la Russie ne veut bien évidemment pas laisser la Chine devenir maître en Asie centrale, puisque la Russie veut maintenir une présence très importante dans, on va dire, son espace vital, et ça comprend, comme vous le savez, bien sûr, tous les anciens territoires qui faisaient partie de l'Union soviétique, et on le sait, nous, en Europe, avec ce qui s'est passé en Ukraine. Les États-Unis ne sont pas officiellement touchés par les nouvelles routes de la soie, ne participent pas à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, le Japon non plus. Alors, il est possible que les États-Unis, à un certain moment donné, demandent au Japon de rentrer dans la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, ce qui serait un peu le cheval de Troie des États-Unis pour essayer justement peut-être de contrôler un peu plus ce que fait cette banque. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, une grande partie des investissements ne passe pas par cette banque, donc les États-Unis ne sont pas en mesure, et le Japon d'ailleurs, ne sont pas en mesure de toucher et de contrôler ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue financier sur les nouvelles routes de la soie. Alors ensuite, il s'agit de puissances, je dirais, secondaires pour la Chine ou l'Iran, qui entretient des relations très étroites avec la Chine. On oublie assez souvent, la Chine est très présente en Iran. Et puis l'Union européenne, qui est extrêmement divisée, comme d'habitude, sur ces questions à la fois la relation avec la Chine, mais également sur ces questions des nouvelles routes de la soie. La Chine a joué magistralement
et sait jouer magistralement des divisions européennes depuis très longtemps. Mais sur ces questions des nouvelles routes de la soie, je dirais, elle attaque l'Europe par ses flancs faibles, là où justement l'Europe n'a pas su investir. Et c'est bien sûr les Balkans, les pays baltes, et puis les pays d'Europe du Sud. Et on peut se demander à la rigueur si l'Europe ne devrait pas justement développer des nouvelles routes de la soie et investir un peu plus massivement dans ces pays, parce que quelque part la Chine entretient des relations bilatérales très fortes avec ces pays, et on le sait, en Grèce, au Portugal, au Monténégro, en Serbie, voire même, si on remonte vers la Bulgarie ou la Roumanie, la présence de la Chine est extrêmement forte sur le plan bilatéral, et on a même des décisions aujourd'hui qui, par exemple, concernaient les droits de l'homme au Parlement européen, où on a vu des pays ne pas voter comme le reste des pays européens. Donc là, on voit très bien, je parlais des droits de l'homme sur la Chine, bien sûr, donc on a là aujourd'hui une capacité de la Chine à eh bien, utiliser les différences entre les pays européens. Donc c'est une question ici centrale. Autre incertitude que les questions géopolitiques, les questions environnementales. Je disais tout à l'heure, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en Chine qui ne trouvent plus de débouchés sur les marchés intérieurs chinois qui eh bien, vont construire des infrastructures à l'extérieur de la Chine. Et en ce qui concerne les centrales à charbon, par exemple, on constate aujourd'hui que la stabilisation des émissions de CO2 des centrales à charbon chinoises eh bien, n'est pas compensée en raison de la construction très rapide sur les nouvelles routes de la soie de centrales à charbon chinoises financées par de l'argent chinois et malheureusement de centrales à charbon qui ne sont pas de dernière génération. Donc en fait la Chine elle fait comme nous, quelque part elle construit très souvent dans les pays des usines qui ne sont pas forcément de dernier cri, alors qu'aujourd'hui en Chine les centrales à charbon, même si elles continuent à polluer beaucoup, ont des technologies extrêmement poussées qui cherchent effectivement à réduire les émissions de CO2, mais également les émissions en termes de pollution. Donc cette question environnementale peut poser un certain nombre de problèmes, même si ces pays, bien sûr, ont besoin de développer des infrastructures. Il y a des vraies questions autour de l'utilisation du charbon aujourd'hui, le long de ces nouvelles routes de la soie, au moment où on cherche justement à réduire l'utilisation des énergies fossiles. Autre incertitude, les incertitudes financières. La Chine prête beaucoup d'argent à des pays qui sont petits et par moment déjà très endettés. Donc vous avez des pays qui se fragilisent aujourd'hui sur le plan financier et la Chine cherche quelque part, là encore, rien de neuf sous le soleil, mais la Chine cherche quelque part à transformer cette domination financière par moment lorsque les pays ne peuvent plus rembourser par un certain nombre d'avantages. C'était le cas du Sri Lanka par exemple qui a dû négocier un bail à très long terme d'une zone portuaire qui se situait dans le sud du Sri Lanka parce que le Sri Lanka n'arrivait plus à rembourser les prêts qui avaient été accordés par la Chine. Bon, on connaît l'histoire du Venezuela aujourd'hui qui est dans une situation un peu très compliquée à l'égard de la Chine, mais il y a d'autres pays qui certainement vont se retrouver dans une situation très difficile sur le plan financier. Alors, ce n'est pas une nature par contre à déstabiliser la Chine, qui a des réserves financières considérables, et ce sont des prêts qui sont trop peu importants individuellement sur des pays pour pouvoir déstabiliser la Chine. On n'est pas, néanmoins, j'ai envie de vous dire, bienvenue au club des pays super riches. La Chine va devoir apprendre à un certain moment donné, comme on a appris en Europe ou aux États-Unis, qu'à un certain moment donné, les pays ne remboursent pas. Ils ne sachent pas comment rembourser ces dettes. Donc, par exemple, la Chine s'est beaucoup intéressée au club de Paris récemment parce qu'ils sont venus regarder comment on faisait lorsque, à un certain moment donné, un pays fait faillite et ne rembourse pas sa dette. Ça, c'est des situations dans lesquelles la Chine, très certainement, va se trouver confrontée dans les années à venir parce qu'elle prête beaucoup d'argent et
il est possible qu'à un certain moment donné, bien, des pays ne sachent pas comment rembourser les dettes. Alors on a eu des critiques qui sont apparues, même au Pakistan. On a eu des sénateurs pakistanais qui ont considéré que la Chine se transformait, ils ont utilisé un terme assez fort, puisqu'ils ont dit que la Chine était un peu équivalente à l'ancienne compagnie des Indes anglaise qui venait quelque part coloniser le Pakistan. Sénateur, la presse pakistanaise est comme en Inde assez agitée, donc la Chine n'est pas trop habituée à ça, donc je ne sais pas comment réagir. Mais par exemple, vous avez en Malaisie l'élection de M. Mahathir, qui est venu au pouvoir à 91 ans, qui était très libéré dans la parole, qui a très largement critiqué les investissements chinois en Malaisie, qui avaient été acceptés par son prédécesseur. Donc on a aussi, de la part des pays asiatiques, un certain nombre de critiques. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a la possibilité d'avoir des problèmes financiers. Puis enfin, la question militaire, elle reste entière. Pour l'instant, il n'y a pas, je dirais, de projection militaire derrière cette nouvelle route de la soie de la part de la Chine, parce que s'il y en avait, forcément les pays, bien sûr, se régueraient et auraient peur de cette expansion militaire chinoise. Mais je parlais du port de Montréal tout à l'heure, mais on peut renouveler cette interrogation justement sur la possibilité de voir très très rapidement, bien sûr, se constituer des routes où les militaires chinois pourraient à un certain moment donné intervenir. On est encore une fois assez loin du compte, puisqu'il y a une acceptation de ces investissements chinois sur le plan économique, et il y a je dirais, une opinion publique dans les pays d'Asie centrale qui est encore très largement hostile à la Chine pour des tas de raisons. Mais voilà, de quoi sera fait effectivement au futur sur ces questions. C'est quelque chose qui n'est pas souvent discuté, mais qu'il va falloir, à mon avis, regarder de très près. Alors, deux mots et puis je m'arrête. Vous l'avez compris, c'est un projet à long terme qui ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. La Chine continue d'avoir des excédents financiers sur le plan du commerce extérieur, moins du point de vue des investissements à l'étranger, parce que aujourd'hui la Chine investit à l'étranger, mais il y a quand même des excédents commerciaux qui lui permettent de continuer à investir à l'étranger. C'est une initiative qui est loin d'être stabilisée, qui par moment est un peu floue, et que la Chine maintient également dans le flou, et qui va certainement évoluer. La question des ambitions géopolitiques derrière, je parlais du militaire bien sûr tout à l'heure, donc il y a des ambitions très certainement cachées géopolitiques derrière la Chine qui se dévoilent au fur et à mesure que le projet avance. Voilà, donc on risque très certainement d'avoir des difficultés aussi dans ce projet majeur qui implique des sommes financières, mais également une activité diplomatique considérable. Et je pense que c'est un instrument d'apprentissage de superpuissance, puisque la Chine aujourd'hui est rentrée véritablement dans cette ère et qu'elle fait, je disais tout à l'heure, elle va devoir apprendre si jamais des pays ne remboursent pas l'argent qu'elle a prêté, mais elle est à travers ces nouvelles routes de la soie dans un apprentissage de superpuissance. Voilà, je m'arrête là et je vais répondre à vos questions.